Vox Feminarum, puisque les femmes ont tant à partager. Barbara Jost, bonjour, je suis ravie de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour Vox Feminarum. Moi aussi, merci beaucoup de ta confiance, je suis très heureuse d'être là. Écoute, c'est, j'allais dire, un parcours très heureux, finalement, qui fait qu'on est ici aujourd'hui pour parler d'un sujet en toute liberté, un sujet qu'on aime bien, je pense toutes les deux, plusieurs sujets d'ailleurs qui sont connexes. Mais avant qu'on aborde différents points précis, qui es-tu, Barbara ? Ah, vaste question. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on se définit par ce qu'on fait ? Est-ce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un lieu où je peux vraiment être. C'est c'est difficile. Alors, je reprends. Donc, dans les codes, je suis psychologue, psychothérapeute. D'accord. Voilà. Mais dans ce que je suis à l'intérieur, je suis une femme passionnée par les femmes, passionnée par le développement, le dévoilement, le déploiement de toutes les personnes, les hommes aussi, mais c'est vrai que j'ai quand même une activité plus auprès des femmes. Voilà. Et je continue à cheminer depuis que j'ai 14-15 ans sur les relations hommes-femmes. Figure-toi que j'ai relu récemment mon comment on appelle ça ? Ton journal intime. Mon journal intime de quand j'avais 15 ans. Génial. Et je disais que la seule chose qui me donnait envie de vivre, la seule envie de vivre, à 15 ans, on est comme on est, c'était de comprendre mieux les relations hommes-femmes. Incroyable. Voilà. Et donc, j'ai cheminé là-dessus. Et aujourd'hui, c'est une passion, c'est aussi une fonction, c'est un état d'être, c'est moi. Alors, c'est intéressant quand tu dis « c'est moi », parce que nous, on s'est rencontrés dans un cadre privé, il y a plusieurs années déjà maintenant. Il y a quelque chose qui m'a rapidement bouleversée chez toi, que je vais me permettre de partager, c'est ton rapport au féminin. Alors, le féminin, c'est une grande question. Pour certains, c'est une énergie. Comment tu le définirais, le féminin, toi ? Le lâcher-prise, l'ouverture, la confiance. Voilà, c'est important parce qu'en fait, pour moi, ça change la prise en compte du rapport homme-femme. Puisque le féminin, ou le yin, parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec féminin, le yin, pour moi, c'est vraiment quelque chose que les hommes et les femmes ont. C'est cette partie où voilà, on est ouvert à la vie. C'est la vie, en fait, le féminin. Les femmes, c'est facile, on porte la vie, donc c'est nous qui créons la vie. Mais les hommes, ils ont aussi les gamètes pour la créer. Donc c'est le rapport à la vie. Et la vie, on sait que, elle bouge tout le temps, c'est chaotique, c'est pas droit, c'est pas rectiligne, mais c'est fluide aussi. Donc c'est cette fluidité, en fait, que j'aime dans le féminin, et cette capacité à s'ouvrir à tout ce qui est. Ça veut dire qu'en fait, cette notion de lâcher prise, qu'on entend souvent, mais qu'on a parfois besoin de préciser, dans les parcours de femmes, j'ai observé que parfois il y a presque une injonction pour les femmes d'être dans ce fameux lâcher prise, qui est parfois un peu complexe. Oui, pour les femmes, pour les hommes, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire, parce que pour lâcher prise, en fait, pour s'ouvrir, pour être en confiance avec la vie, en fait, il faut que le cadre soit défini. Notre masculin aussi intérieur, notre yang intérieur. Et on ne peut pas lâcher, on ne peut pas s'ouvrir à la vie si on ne sait pas la définition, qu'est-ce qui se passe, quel est le cadre. Donc effectivement, c'est un vaste sujet. Moi, j'aurais tendance, alors je vais te donner une petite image que je donne à mes patients, que je donne en stage, pour définir le yin et le yang à l'intérieur de nous. En fait, je viens de La Rochelle, voilà, et donc il y a des marins, il y a des bateaux. Le yang, c'est l'objectif, c'est-à-dire je pars de La Rochelle, je vais aller à Brest. Okay. Donc là, c'est l'objectif, c'est rectiligne, je vais aller à Brest, je veux aller à Brest. Donc pour les femmes comme pour les hommes, ça nous permet de donner une direction à notre vie. Et le yin, c'est la vie, c'est la nature, c'est les vagues, c'est le vent, c'est tout ça. Donc, si je n'en tiens pas compte en tant que marin, je vais vite démater. Si je veux vraiment continuer à aller tout droit à La Rochelle-Brest, je vais me casser la figure. Ça marche pas. On peut pas être que dans le cadre, l'objectif, la rigueur. Et les femmes
sont allés un petit peu trop vers ça. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais bref. Et le yin, donc, je vais peut-être aller vers les îles, Edic, Belle-Île, tout ça, pour contourner, pour aller à Brest après, parce que le vent sera d'un côté. Donc, pour moi, le yin, c'est l'art de vivre avec la nature, l'art de vivre avec ce qui est, juste ce qui est. Ça veut dire que quand on est dans le yin, on est connecté au vivant ? Ouais, exactement, tu as tout résumé. C'est ça. C'est ça. Et finalement, c'est pas si difficile. On a juste à être et à respirer et à se centrer en bas, dans notre partie vivante. Donc tu penses que c'est la respiration et notre rapport à ce souffle de vie qui nous connecte à notre yin ? Ouais. D'ailleurs, on voit que la respiration, elle vient dans tous les arts martiaux, dans le chant, dans la danse, dans le théâtre. Enfin, c'est la base. Et dans, évidemment, tout ce qui est... alors, j'aime pas le mot travail, mais je dirais pas, au lieu de développement personnel, moi, je dis déploiement personnel, parce qu'on n'a rien à développer. Absolument. On a tout à déployer. Parce qu'on est, voilà, exactement. Et à se dévoiler peut-être aussi. Parce qu'on comprendrait mieux, et notamment les femmes, elles se placent en compétitrices. Or, on n'a rien. Ce qui nous relie là, c'est l'amour, c'est la joie, c'est d'être vivant. Absolument. Et là-dedans, on peut que s'inspirer. Tu as des compétences que j'ai pas, j'ai des compétences que tu n'as pas. Et c'est ensemble qu'on va créer. Et on partage. C'est ça qui est génial. Ça veut dire que tu penses que les femmes sont souvent sur ce schéma ? Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Okay. Voilà, et je le vois autour. Les femmes, elles sont toujours à regarder les autres femmes. Elle est plus grosse, elle est plus fine, elle est plus belle, elle a des yeux bleus, elle a machin. Elles sont pas à se dire qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter, qu'est-ce que je pourrais lui apporter, parce c'est ça la sororité. Moi, c'est ce que j'aime vraiment avec les femmes, et c'est ce que je mets dans mes stages et tout ça. C'est la sororité. On nous vend la fraternité, mais elle est où la sororité ? Bien sûr. Voilà. Mais je pense qu'elle existe, mais j'allais dire. Elle est finalement assez cachée, je trouve. Comme si elle se vivait dans des petits cercles, et elle se vit, mais quelque part, elle est silencieuse. Oui, mais alors je suis tout à fait d'accord avec toi, elle est dans les cellules de chaque femme. Et il y a juste à réappuyer et à ouvrir. Moi, je vois dans les stages, ça part très vite. Et alors, ça soulage, et les femmes, elles vont bien en sortant. Et je crois qu'on a perdu aussi des choses. C'est toute la nuance du combat pour l'égalité des femmes, et à la fois des choses, par exemple, moi j'organise des stages au Maroc, dans le désert, et on va au hammam, dans un hammam de montagne où il n'y a absolument personne d'autre aucun occidental, aucune occidentale. Et là, on voit des femmes avec un rapport au corps. Elles sont nues, elles se touchent les unes les autres. Les petites filles, les petits garçons, ils massent leur maman. Sur plusieurs générations, des fois, tu as comme ça un encastrement grand-mère, fille, petite fille, arrière-petite fille. C'est juste génial. Et voilà, on a perdu des choses comme ça, sous prétexte d'être évolué chez nous. Alors oui, on n'a pas le voile, et c'est une bonne chose. Enfin, chacun, voilà, que chacune choisisse, mais c'est peut-être pas aussi binaire que ça. Binaire, voilà. Il y a pas, il y a des choses superbes dans toutes les civilisations. Alors, pour avoir vécu au Maroc, merci pour ce que tu viens d'évoquer, parce que effectivement, ça m'a rappelé des souvenirs. Je sais que moi, j'avais été bouleversée dans les premières fois où je suis allée justement au hammam local, parce que je trouvais qu'il y avait une grande intimité qui se partageait entre les femmes, avec une grande simplicité aussi. Et que finalement, ce rapport au voile, quand je percevais qu'à la fin, quand on se rhabillait, voilà, elle passait à autre chose, c'était une façon de se protéger aussi. Il y avait quelque chose de... en tout cas que moi, je percevais de ma modeste fenêtre comme de très positif dans le rapport à soi. Et ouais, je suis d'accord avec toi, parce que finalement, là, ça évoque le cadre aussi. C'est-à-dire que quand on est dans un milieu protégé, le hammam, entre femmes, et bien là, on peut aller loin, loin, loin dans la confiance, dans l'ouverture. Les femmes, elles ne se jugent pas, on voit bien. Et elles sont toutes belles. Les femmes sont belles. Enfin, faut dire aux femmes, toutes les femmes sont belles. Les petits corps, les grands corps, les corps moyens. Toutes les femmes. Moi, je travaille avec des centaines de femmes par an. Les femmes sont belles. Alors, merci de le préciser et de le repréciser, parce que si à titre personnel, j'en suis convaincue, j'observe que ça n'est pas aussi simple pour toutes les femmes. Je pense à plusieurs amis à moi qui souffrent beaucoup de leur surpoids.
et j'allais dire pour lesquels peut-être 2 ou 3 kilos en plus, ça devient le baromètre du bonheur. Alors, au-delà des conversations qu'on peut avoir, tu penses que les femmes exercent une violence Ouais, à l'encontre d'elles-mêmes? ouais. Je pense que c'est un gros souci des femmes aujourd'hui. Entre la chirurgie esthétique, les régimes, les maquillages, des trucs pour enlever les rides. Enfin, on ne sait plus quoi inventer pour se mettre à des repères extérieurs. Et je pense que c'est une des grosses parties de cette histoire de violence euh, faite aux femmes, c'est que les femmes elles-mêmes commencent par une violence, mais énorme. Il y a des femmes qui en sont à leur 10e chirurgie esthétique. Il y a des... Voilà. Et alors, évidemment qu'après, c'est facile d'aller les maltraiter puisqu'on vient leur dire ah ben non mais t'as pris 1 kilo et tout. À l'intérieur, elles ont déjà un juge qui est tellement difficile, tellement voilà, elles se font du mal. Donc alors que c'est pas 1 kilo, 2 kilos. Si elles se permettent d'être elles-mêmes, et c'est ce que moi j'adore voir dans les stages, c'est que elles s'ouvrent et le reste n'a aucune importance. Et le rayonnement, il est juste parce qu'on est en bas et qu'on est dans ce corps-là, dans cette incarnation-là, à un temps T, et qu'on accepte d'être qui on est, quoi. Quand tu dis quand on est en bas, En bas, ouais. Moi, j'estime... Alors, je suis de formation biologiste. Au départ, j'ai commencé une thèse en neurosciences. Donc, j'étais vraiment... Alors, je ne suis pas allée au bout, mais en tout cas, c'était vraiment voilà, le cerveau, comprendre et tout ça. Et effectivement, on nous met dans notre société, hein, les femmes, à force de faire la course, justement, j'ai été dans grandes écoles, tout ça, dans la tête. Et en fait, quand on monte dans la tête, il n'y a qu'à voir quand on se pose une question, hein, quand on commence à avoir des doutes, que notre petit hamster il se met en route. Alors là, je sais pas toi, mais moi c'est mort. Le petit hamster, il a de quoi se nourrir et continuer à faire rouler sa roue ad vitam aeternam. ouais, Et à ce moment-là, moi, la seule chose que j'ai comme ressource, et ce que je transmets aux femmes, c'est de faire et descendre en bas, là où je donne la vie, là où j'étais pour naître. Et en bas, dans la biologie, vraiment, c'est là qu'on est relié à la vie en tant que femme. Tu vois les sociétés, tu vois l'Afrique, tu vois l'Amérique du Sud, tout ça. Quand on danse, elles baissent leur centre de gravité. Et c'est en se reliant à la terre. C'est là qu'elles sont fortes, qu'elles sont puissantes, les femmes. Il n'y a qu'à voir des femmes africaines ou les femmes qui dansent en Amérique latine et tout ça, mais elles dégagent un truc, c'est énorme. Mais elles ne sont pas dans leur tête. À ce moment-là, elles ne sont pas dans leur tête. C'est en bas que tu dégages la vie et que tu te relies à la vie. alors c'est intéressant parce que tu évoques les femmes africaines ou les femmes d'Amérique latine, et moi j'ai l'image des femmes celtes qui sont très très liées aussi à cette terre, au monde du végétal, au monde animal aussi, tout à fait. je crois, et qui du coup nous rappellent que parfois dans nos vies un peu urbaines, puisqu'on enregistre ce podcast à la Cité Audacieuse qui nous accueille à Paris, rue de Vaugirard, comment on fait pour se reconnecter à son féminin quand on vit en milieu urbain, selon toi? C'est la grosse question, hein. Parce qu'effectivement, en milieu urbain, tu perds les notions de cycle, alors, on a quand même heureusement la joie d'un superbe endroit que la Cité Audacieuse. Et qu'est-ce qu'on voit? Un arbre, avec un petit oiseau, là, si je regarde à gauche. Donc, il est quand même possible, en ville, de se connecter au fait, par exemple, juste le cycle du vivant, c'est-à-dire qu'il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Parce que nous, les femmes, on a ça en nous. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver dans les règles. Donc on est connecté à la vie. Et c'est normal qu'il y ait des deuils dans notre vie, c'est normal qu'il y ait des cycles. Et si on se connecte juste à un arbre en ville, juste maintenant les villes font des petits potagers aussi en dessous des arbres, il se passe des choses, c'est bien pour ça, hein. Et aux saisons, il y a encore possibilité, on est près du Luxembourg ici, donc il y a quand même de la terre, on peut aller mettre les pieds dans la terre, on peut mettre les mains juste dans la terre, il y a moyen. Tu veux dire que se relier au vivant, c'est aussi par le toucher, par l'aspect kinesthésique des choses? Oh ouais, je pense qu'on est des êtres multisensoriels et que nous n'oublions pas. Être une femme, ça repasse par là, habiter chacun de nos sens, à toucher, à entendre, à sentir. Aller au Luxembourg, là, quand c'est le printemps, mais quel bonheur. Parce que bon, en ville, tu sens quand même beaucoup les pots d'échappement et tout ça. Donc
aller se reconnecter juste à une rose, aller... moi, je vois là avant Noël, pourtant j'habite à la campagne, mais je mets une petite jacinthe et tous les jours, je la vois évoluer. Voilà. Alors, c'est génial parce que j'ai eu cette conversation avec mes filles ce matin. Je leur ai dit, on va prendre des jacinthes pour avoir tout ce cheminement De la vie. de la vie, de la création et de comment elle se développe et comment on part, j'allais dire, de quelque chose d'informe, que pourrait être un bulbe, de jacinthe, pour arriver à un parfum extraordinaire. Et je souhaite à toutes les femmes et à tous les hommes d'ailleurs qui nous écoutent de pouvoir vivre ça. Parce que je crois qu'il y a un moment où peut-être on pourrait dire que ça correspond à l'adolescence, où on a un peu ce sentiment peut-être d'être un être un peu informe, ou en tout cas qui n'a pas encore trouvé sa beauté, ou sa justesse en tout cas, et qui a toute une vie d'adulte pour devenir une personne qui peut faire jaillir sa véritable essence. Alors après, ça c'est mon point de vue à moi. S'il y a un chiffre qui te percute aujourd'hui... Alors, juste, je reviens 2 secondes sur ce que tu as dit parce que c'est très, très important. Oui, le premier moment où une femme devient une femme et où un homme devient un homme, c'est l'adolescence. Donc, c'est hyper important ce que tu dis et de faire confiance, en fait, à la vie qui traverse. Il y a pas ça s'apprend pas biologiquement. On devient. Bien sûr. Donc, ça marche. Et il y a une autre période que je trouve très, très, très importante pour les femmes, c'est la ménopause et la périménopause. Et c'est vraiment, vraiment important parce que on met les femmes dans un... on va souffrir, on va avoir des pertes, notre périnée va plus marcher, on va avoir des sécheresses, on peut plus faire l'amour. Mais fuck, je suis désolée, ça se dit peut-être pas dans l'antenne, mais voilà, non, c'est pas vrai. La ménopause, elle peut super bien se vivre. C'est juste que la femme, elle doit être à l'écoute de tous ses sens, à l'écoute de son corps, et qu'effectivement, ce qui passait avant, ça va plus passer de la même façon. Mais la ménopause, ça a une période, moi, j'ai trouvé géniale. Et ça, on nous le dit pas. Et effectivement, on nous dit qu'à 50 balais, on va avoir nos couches et tout. Non, mais moi, c'est pas mon projet de vie. Les 50 prochaines années, j'ai envie de m'éclater. Et au lit aussi. Et on a tout en nous, y compris les lubrifiants. Et ça, c'est vraiment important parce que la ménopause, c'est le deuxième moment, je pense, pour les femmes, où elles peuvent vraiment devenir une femme. Ah, c'est intéressant, cette vision. C'est intéressant parce que c'est vrai, on nous explique que quand on est ménopausée, en gros, on est périmé. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais je veux dire, appelons un chat, hein, il est moche ce mot. Toutes mes condoléances, on lui dit. Voilà, c'est ça, genre, voilà, c'est la fin de l'histoire. Alors que moi, c'est pas ce que j'observe chez mes amis. J'ai le sentiment que, effectivement, c'est un conditionnement. Ce matin, j'allais quelques instants sur les réseaux sociaux et je voyais ce que tu disais il y a 5 minutes, c'est-à-dire une jeune fille de 23 ans qui expliquait à quel point elle avait fait déjà plus de 5 ans d'injection. Je me disais, mais attends, comment à 25 ans, ou 23 ans, pardon, tu as fait 5 ans d'injection? Ça paraît fou. Et voilà, je pense qu'à tous les âges, c'est-à-dire que ce soit de l'adolescence à la maternité, le chapitre de la maternité avec toutes ces injonctions. Moi, j'ai souvenir que quand j'ai donné naissance à mes filles, on m'a dit de ne pas crier. Bon, voilà. Ça se passe de commentaires. Pourquoi tu crois qu'il est si malmené, le féminin? Je pense la peur de cette puissance. Effectivement, une femme qui accouche, qui crie, je veux dire, rien ne l'arrêtera. Elle ne va pas être dans sa tête. Je confirme. Et puis si elle est dans sa tête, ça ne va pas trop bien se passer en fait. Ça. C'est ça. Et ça va se faire. Quoi qu'il arrive, ça va se faire. Et effectivement, crier, les cordes vocales et le sexe, c'est la même structure physiologique. Exactement. Je n'ai pas de schéma là, puis on est en radio. Mais c'est la même chose. Donc crier, ça ouvre. Et si on ouvre en haut, on ouvre en bas. Des choses simples. En fait, c'est pas crier parce qu'on est des douillettes. C'est crier parce que notre puissance, elle est... Et chez les hommes aussi. C'est l'organe sexuel secondaire chez les hommes. Et regarde maintenant, les hommes, ils ont des petites voix comme ça, ils n'osent pas trop se poser. Non. Pourquoi ? Parce que eux aussi, leur féminin est blessé et que du coup, ils ont peur de malmener le masculin. Les hommes qui sont dans cette démarche et qui sont conscients et qui n'ont justement pas envie d'être malmeneurs. Mais du coup, ils se castrent eux-mêmes. C'est le bordel.
Alors, c'est clair que dans cette cacophonie, s'y retrouver n'est pas toujours simple, ni pour les êtres de façon individuelle, ni pour les couples, ou encore moins pour les familles, j'allais dire, parce que tout ça a des résonances. Toi, tu reçois régulièrement des femmes. Qu'est-ce qui te surprend le plus ? Chez les femmes, leur façon de se maltraiter, de vouloir trouver leur repère à l'extérieur. Elles font pour l'autre, elles vivent pour les autres. Elles vivent, et j'y suis aussi passée, voilà. Déjà vivre pour ses enfants, voilà. Vaste question. Mais en tout cas, le fait de chercher les repères à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment une source de maltraitance. Je pense au stage dans le désert. On n'a plus de miroir, on ne sait plus quelle tête on a, on ne sait plus. Et moi, je me sens toujours très belle, alors que des fois, dans le miroir, je ne me sens pas belle, comme beaucoup de femmes. Et sentir, voilà, à l'intérieur que je suis vivante, que je suis reliée à la terre, que je regarde les couchers de soleil et tout ça, voilà, là, c'est à l'intérieur, ces repères-là. Mais on ne nous a pas appris à chercher nos repères à l'intérieur. Et c'est un vrai cheminement. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, quand je reçois des personnes dans mon cabinet pour l'hypnose, les gens sont assez surpris, ils ont toujours peur. Tu sais, il y a tout un mythe autour de l'hypnose, on a l'impression que c'est une perte de contrôle. Alors, finalement, on a plus de 60 000 pensées par jour. Donc, on se fait tous de l'auto-hypnose, toutes et tous de l'auto-hypnose sans le savoir. Bien sûr. Et finalement, on se conditionne soi-même. Tout à fait. Donc, est-ce que ce rapport au féminin, il ne serait pas aussi inconscient ? Parce que moi, j'observe qu'il y a beaucoup de choses qui se déplacent quand on va interroger l'inconscient également, et qu'on va interroger une partie de notre histoire. Bien sûr. Alors, les lignées de femmes, ça t'évoque quoi ? J'allais rebondir, évidemment, tu offres une super perche. C'est tout le problème du transgénérationnel. Donc moi, je travaille aussi beaucoup en transgénérationnel, et dans toutes les lignées de femmes et d'hommes aussi, il y a des femmes blessées, violentées, abusées, il y a eu des incestes, enfin, c'est dramatique, le féminin, dramatique. Donc, effectivement, ça ne donne pas très envie d'avoir confiance et de s'ouvrir. Et le plus gros écueil, et ce qui est à mon avis le plus difficile, c'est qu'à l'intérieur de nous, notre masculin va continuer cette maltraitance du féminin. Chez les femmes comme chez les hommes. Mais chez les femmes, c'est dramatique. C'est-à-dire que le masculin qui devrait être au service du féminin à l'intérieur de nous et dire « Ah là, t'es fatigué, tu fais une pause. Là, c'est ta semaine des règles. Tu travailles moins, tu travailleras 2 fois plus la semaine de l'ovulation. » Enfin, voilà, parce que nous, c'est ça. Biologiquement, on n'est pas d'une ligne. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus ou en dessous des hommes. On est différentes. On est juste différentes. Et quand on aura bien mis ça dans la société, mais alors ce sera optimal. Donc effectivement, les lignées de femmes, c'est hyper important et constructif de nos façons de nous traiter aussi à l'intérieur, de qu'est-ce qu'on dit les femmes de la sexualité, qu'est-ce qu'on dit les femmes des hommes, qu'est-ce qu'on dit. On traîne toute notre casserole, nos petites phrases des grands-mères, etc. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, mais alors pas du tout. Effectivement, on peut avoir des casseroles. Alors, moi, je suis issue d'une famille où on se transmet les casseroles. Les vraies casseroles, les casseroles dans lesquelles on cuisine, et les autres, dont après on peut choisir de faire ce qu'on veut. En tout cas, c'est assez intéressant comme exploration, parce que ça permet aussi d'éclairer certains fonctionnements. C'est-à-dire que parfois, il y a des jeunes femmes que je reçois qui ne comprennent pas l'origine de leur colère, par exemple, ou qui ne les expliquent pas, qui peuvent avoir des rapports aussi à l'hypervigilance. Qui est un hyper-contrôle. Qui est un hyper-contrôle, bien sûr. Donc, on pourrait qualifier d'un masculin plus. Très fort. Très fort. Et malmenant, et qui continue à perpétuer les violences faites aux femmes. Alors, Barbara, il y a quelques instants, on a évoqué, toi et moi, le cycle menstruel. Qu'est-ce que tu pourrais nous préciser sur le cycle menstruel ? Parce qu'on parlait des saisons. C'est très important parce qu'en fait, nous les femmes, et le féminin à l'intérieur de soi, mais les femmes en tout cas, biologiquement, on n'est pas régulière. Biologiquement, on a un cycle
qui peut s'apparenter au cycle des saisons. C'est-à-dire que, voilà, en début de mois, alors on va prendre un mois 0 à 30 jours, ça va être plus simple. Évidemment, aucune femme n'est pareille et toutes sont superbes. Arrêtons de nous comparer. Il y a des cycles de 6 semaines, il y a des cycles de 3 semaines. C'est pas comme dans les bouquins. Notre corps, il n'a pas lu les bouquins. Okay, donc tout est juste. Et avec les femmes, moi j'ai tout vu et je trouve ça génial parce que je m'ennuierai jamais avec les femmes parce que tout, j'ai même vu des femmes stériles qui ont eu des enfants. Donc voilà. J'en ai vu aussi. Voilà. Je reprends le cycle. Donc printemps. C'est le moment où voilà, l'ovule va se préparer, se faire beau là, pour sortir. Donc c'est la maturation. Voilà. Et à ce moment-là, la vie potentielle qu'on porte, on a la pêche, quoi. On peut être efficiente. Et puis après vient l'été. L'été, donc voilà, le fruit est à maturité. Là aussi, on a la super pêche, c'est l'été, comme des journées d'été. En fait, c'est pour ça que les saisons éclairent bien. Et puis, cet ovule va tomber, c'est l'automne. Le fruit va tomber, et puis l'endomètre, la muqueuse utérine, va se préparer à tomber, elle aussi. Parce que c'est vrai que dans le printemps et l'été, peut-être, je reprends tout, peut-être, avec la muqueuse utérine. Non, c'est... vas-y. Non. Donc, à l'automne, elle se prépare aussi à tomber, parce que si l'ovule n'a pas été fécondé, il y a un deuil qui va se faire, puisque cet ovule-là ne donnera jamais la vie. Et donc là, on commence déjà à vouloir un petit peu rentrer, on est un petit peu moins efficiente, on a plus envie d'être à l'intérieur de soi. Et c'est OK, et c'est normal. Et puis vient l'hiver, là voilà, tout est expulsé, toute la muqueuse utérine sort. C'est un deuil avant de préparer la muqueuse utérine au printemps pour le prochain ovule. Donc à ce moment-là, alors là, on peut être complètement off. Il y a des femmes qui ont vraiment besoin de parler à personne, d'être dans le noir. C'est normal. On a ces saisons. Et plus on va descendre là, et plus on va remonter aussi. Il n'y a aucune femme qui va rester dans son hiver. Il n'y a aucune nature où on reste dans l'hiver. Ça revient le printemps. Et c'est là aussi, avec nos cycles, qu'on peut avoir vraiment la connaissance des processus de deuil, puisqu'on les porte. Toute notre vie, on a deuil, renaissance. On sait ça, notre corps, il sait ça, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Même quand on a une histoire d'amour qui se termine, même quand nos enfants partent, on sait dans notre corps, le plus profond, dans notre endomètre, vivre des processus de deuil-renaissance. Et il y a toujours la naissance après. Voilà. Alors, c'est très intéressant, toutes ces notions à préciser, parce que je pense que parfois, peut-être les femmes... se fustigent beaucoup parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles ont envie de rester à la maison. Moi, j'ai une amie avec qui c'est devenu une blague. On sait que quand c'est l'hiver, on la voit pas le soir. Elle va sûrement nous écouter, donc je l'embrasse fort. Mais je veux dire, c'est aussi prendre soin de soi que d'écouter ses rythmes. Tout à fait. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille de 15 ans aujourd'hui ? Alors moi, déjà, qu'elle soit consciente de ses rythmes, mais je suis quand même pleine d'espoir sur la nouvelle génération qui arrive, parce qu'ils sont au courant. Donc, de continuer à regarder ces rythmes. Moi, j'avais dit à ma dernière, parce qu'avec ma première, je n'étais pas assez consciente, mais à ma dernière, j'avais dit, écoute, si un jour, pour tes règles, tu as trop mal, tu vas pas au lycée, tu rattraperas le lendemain. Elle en a abusé 2 fois. Enfin, c'est pas abusé, elle l'a fait 2 fois. Justement, elle n'en a pas abusé. Elle a su entendre ça. Et donc, je pense que vraiment, là, les femmes doivent descendre dans ces moments-là sans se fustiger, parce que sinon, limite, elles font la place aux manipulateurs ou aux gens qui vont abuser d'elles. Puisque elles-mêmes, elles sentent qu'elles ont 0 ressources, qu'elles sont crevées, qu'elles ont juste envie de pas bouger, et elles se disent, non, allez, vas-y, c'est rien. Il n'y a qu'à voir les pubs pour les tampons ou les règles. Ah on ne verra pas que vous avez vos règles. On doit vivre comme si on n'avait pas nos règles. Oui, toutes les pubs sont faites... Alors, je n'ai pas regardé la télé depuis très longtemps, donc il faut voir que je réactualisais. Mais en tout cas, à l'époque, et je pense que ça l'est encore, on doit être comme si on n'avait pas nos règles. Et donc, la femme, sur son rythme biologique de base, déjà commence à se maltraiter en disant « Non, allez, là, tu prends tes clics et tes claques, tu vas bosser. » Et donc, moi, vraiment, j'aurais tendance... non, c'est pas le moment... Non, vas-y. Ce que je disais tout à l'heure hors antenne, mais à proposer des contrats de travail sur 1 mois. Parce que sur 1 mois, on va avoir une efficience, si on se donne une barre limite que l'entreprise veut, on va l'avoir. Sauf qu'on va d'abord, il y a des moments où on va descendre et des moments où on va surmonter. Voilà, surmonter en 2 mots, mais aussi en 1 mot, c'est intéressant. Et du coup, si on s'autorise les jours où ça ne va pas être bien,
D'abord, il peut naître quelque chose du fait de s'endormir sur son canapé. Moi, j'ai des idées des fois. Je me mets à préparer un stage et tout. Et puis, je suis moi aussi dans mon cycle. Et puis, je me mets sur mon canapé. Maintenant, je m'autorise. Je fais rien. Et là, cling, 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 mon stage, il se crée. Alors que c'est vraiment le dernier endroit où je l'attendais. Des fois, je me mettais sur mon ordi, je dis non, là, c'est demain, là, il faut vraiment s'y mettre. Donc voilà, il faut que les femmes se fassent confiance à leur rythme et s'autorisent à se mettre sur leur canapé quand elles peuvent, parce qu'on sait bien le rythme des femmes, même 5 minutes pour dire à son corps, ok, je t'ai entendu. Et puis après, elles négocient intérieurement en disant, bon, là, c'est pas possible, parce qu'on vit pas dans une société de rêve encore. Mais t'iras un peu plus aux toilettes respirer ou tu prendras 2 minutes pour fermer les yeux, voilà. Juste pour dire à notre corps, j'ai entendu, t'es pas dans ta pleine capacité là parce qu'on est en hiver. Voilà. Est-ce que tu penses que considérer cet aspect, j'allais dire, de la biologie du corps de la femme, ça peut aider à réguler la charge mentale ? Ah ouais, complètement. Et puis par des toutes petites choses. Parce que déjà, je pense vraiment qu'on doit faire ami avec notre corps et que lui, souvent, il sait mieux. Et il sait, tous ces problèmes d'endométriose et tout ça, moi, je le vois beaucoup en transgénérationnel. On est sur des incestes ou des abus juste au-dessus, en général. Le corps, il sait, même si le conscient ne sait pas. Donc, si on dialogue avec notre corps en disant « Ok, là, c'est pour ça l'intérêt des applis. C'est très intéressant pour les jeunes femmes parce qu'elles savent qu'elles vont ovuler ou elles savent que ça va être le début des règles. Donc, ok, là, t'en es là. Donc, t'es obligé d'aller travailler, mais tu vas prendre une pause, tu vas marcher un peu plus lentement. Et déjà, le dialogue se fait. Du coup, il n'y a plus de maltraitance. C'est cette histoire de yin et yang intérieur. Et juste des petits mots, un petit truc. Toi, en hypnose, tu dois connaître par cœur. Remettre ce dialogue interne va faire qu'à l'extérieur aussi, moi je vois plus, j'ai pas été douce avec moi, j'ai pas été douce du tout. J'ai été extrêmement violente et donc j'ai appris depuis 10 ans ce que je transmets, je l'ai d'abord fait sur moi et plus je suis douce et plus la vie est douce avec moi, des trucs mais vraiment improbables. L'autre fois j'ai osé dire dans un avion que j'avais mal au ventre, ça devait être avant mes règles et tout, j'avais très mal. L'hôtesse, elle est venue m'apporter une bouillotte, elle m'a dit de la garder pour la prochaine fois, j'aurais mal au ventre. Elle est venue plusieurs fois, c'était un long courrier, me voir si ça allait bien et tout. Waouh! J'avais jamais vu ça de ma vie! On a presque envie de donner le nom de la compagnie aérienne. Ouais, c'est énorme! Vas-y, Barbara, balance! Mais c'est plus le nom de cette femme qui a su... On était de femme à femme et de cœur à cœur, mais aussi parce que moi, je me suis pas dit, comme je me suis dit pendant 40 ans, t'as mal au ventre, ok, t'as mal au ventre. Je me suis dit, peut-être que je peux faire un petit truc pour mon ventre. Et ça part de là. C'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentissage dans notre société pour apprendre à aussi bien à discuter avec son monde intérieur et avec ses 60 000 pensées dont on parlait tout à l'heure, ou avec son corps biologique, j'allais dire, sur ses besoins. Ouais. Tu penses que la libido des femmes, elle est réglée en fonction du cycle ? La libido des femmes, elle est réglée en fonction des hommes. C'est ça qui est terrible. Ah. Ça veut dire que pas d'homme, pas de libido ? Ah non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la femme, elle veut se faire croire des choses pour convenir à l'homme. Encore une fois, les repères extérieurs. C'est-à-dire, elle va se faire croire qu'elle a envie, mais elle va pas tenir compte de sa biologie. Le clitoris, il met 15 minutes à avoir une érection. Là où l'homme, on a vu, ça va plus vite. Donc biologiquement, déjà, il y a une différence. Le fait qu'à l'intérieur, ça se lubrifie et tout, c'est encore plus que 15 minutes. Et la femme, elle va y aller tout de suite. Donc oui, elle va avoir mal. Et effectivement, l'interne et la lubrification va être en fonction du cycle. Il n'y a qu'à voir nos culottes. On a honte de nos culottes, on ne veut pas voir à l'intérieur. On a des mines d'or dans les culottes, des mines d'or d'informations. La glaire, selon comment est la glaire, tu vas voir quand t'ovules, tu vas voir justement cette histoire de cycle, tu la retrouves là-dedans. Et la libido, évidemment aussi. En hiver, il y a un peu moins. Alors qu'en été, printemps, là, ouais, ça fait chaud. Remonte. Voilà, la sève remonte et c'est bien. Et si on se permettait ça, voilà, nos hommes ou nos femmes, enfin pour les femmes qui sont ensemble. Alors les femmes qui sont ensemble, c'est plus facile parce qu'elles connaissent, mais c'est pas dit parce que c'est encore une histoire d'énergie, yin et yang. Et dans un couple homosexuel, il y a une femme ou un homme qui va être plus yin et l'autre plus yang. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment universel. Est-ce que tu penses qu'on choisit nos partenaires en fonction de cette énergie ? Ouais, je pense. Je pense qu'il faut
qui est une complétude yin et yang. L'idéal étant que chacun, on ait notre propre complétude et qu'on vienne danser avec le yin et le yang de l'autre. J'aime bien cette idée de danse. Voilà, pour moi, c'est vraiment une danse. Et à un moment, je vais être plus dans mon yin, toi dans ton yang, et à un autre moment, l'inverse. Et d'ailleurs, la libido, parce que les femmes qui me disent qu'elles n'ont plus de libido, c'est pas vrai. Une femme, moi, je leur apprends vraiment à retrouver leur libido pour elles, déjà. Mais elle vient aussi du fait qu'on efface les polarités. S'il y a deux personnes, qu'elles soient hommes, femmes, on s'en fout, en même temps dans le lit, dans leur yin, il va rien se passer. Il peut pas y avoir de désir. C'est comme les aimants. Yin et yin, il se passe rien, puisque le yin, c'est confiance, ouverture, je ne fais rien. Si les deux sont dans cette énergie-là au même moment, il se passe rien. Grand-chose, Voilà. Si les deux sont dans leur yang et veulent faire pour l'autre et toucher l'autre, il y a un moment, ça va pas le faire parce que les deux sont presque, ça peut même devenir un peu agressif. Donc, l'idéal pour qu'il y ait relation, même finalement la relation là, comme on est en train de vivre, là, il y a un moment où tu m'écoutes et tu ouvres à ce que je dis et moi je suis dans l'action et je te parle, je suis dans mon yang, et d'autres moments où moi je m'ouvre et j'ouvre tous mes sens pour t'entendre. Donc, la relation vient de cette danse du yin et du yang. Et c'est 10 000 fois mieux, en tout cas moi je m'éclate mieux depuis que je peux faire les deux. J'ai été beaucoup dans mon yang, je me suis beaucoup malmenée, j'étais beaucoup dans l'action. Bon, le yin, pour l'instant, j'ai pas été dans que ça, donc ça va. J'ai plutôt essayé d'équilibrer. Mais c'est ça, à mon avis, la vie. Alors, question peut-être étrange, mais c'est quoi pour toi, ce serait quoi pour toi la quintessence du yin ? Ouais, alors la contemplation et l'ouverture. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et le yin a besoin de la nature, c'est beau la nature. Tu regardes toutes les fleurs, enfin, tu reprends confiance. Moi, je reprends vraiment confiance quand je vois le nombre de fleurs, même le nombre d'humains, le nombre de gens qui passent des trucs impensables, le nombre d'endroits où la médecine se trompe en disant vous avez plus que 6 mois à vivre et que les gens vivent. Enfin, moi, j'ai profonde confiance dans la vie et le yin, c'est ça, c'est de retrouver cette confiance dans la vie. Là, je reviens du désert. J'avais 3 personnes dans des états, mais un cancer du pancréas, donc, qui on avait dit 6 mois il y a 1 an quand elle s'est inscrite dans le désert, et elle était en pleine forme. Donc je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais il y avait un polytraumatisé qui en avait donné 5 ans à vivre il y a 5 ans et qui s'est surpassé, mais de façon incroyable, en montant la grande lune de 300 mètres, enfin incroyable. Wow. Donc moi je me dis, waouh, tant qu'il y a la vie, il y a tout qui est possible, quoi. Mais il faut s'y connecter, à l'intérieur de nous. Et donc on s'y connecte par la respiration ? Ouais. Le temps. Ralentir. Moi, j'aime bien, alors dans mes stages, c'est mon petit truc, mais dire de se brancher à la 5R. Je ralentis, parce que pour ressentir, il faut ralentir. Si je suis tout le temps, je ressens rien. Ce qui peut avoir un intérêt, parce que quand il y a des choses difficiles à ressentir, c'est mieux de ne pas les ressentir. On se dissocie un peu. Voilà, moi j'étais très forte à ça. Donc ralentir, respirer, commencer à ressentir, voir ce qu'on ressent. Des fois, ça ne va pas nous plaire. Tiens, là, j'ai du dégoût. Tiens, là, j'ai de la colère. De le regarder en face et de le respecter. Donc, branchons-nous à la 5R, parce que 5G, elle fait plus de dégâts. Mais carrément. 5R, on aime beaucoup. Alors, on va garder cette idée. Une question, tu t'es dit quoi, Barbara, quand tu as eu tes règles pour la première fois ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Je ne suis pas sûre. Et alors, pour être vraiment honnête, en même temps, j'avais une fissure anale, donc j'ai eu du sang qui a coulé des 2 côtés. Okay. Et on ne m'a rien expliqué. Et là aussi, c'était des blessures du féminin. Donc, voilà, je pense que je n'étais pas très informée. Pourtant, on parlait à la maison. Donc, je ne sais pas. Voilà. Et j'ai pas... en tout cas, c'est passé inaperçu. Il y a un truc qui était de l'ordre de... Voilà, c'est comme ça. À ne pas considérer. Ouais, à ne pas considérer. Et pour mes filles, j'ai fait vraiment des rituels. Alors elles te diront que je suis folle, mais j'accueille ça et je préfère être folle dans ce sens-là. Voilà. Alors c'est quoi un rituel précise ? Alors je trouve qu'à minima, c'est d'aller avec sa fille, lui dire je suis fière de toi, t'es une femme, et voilà, de quoi tu as envie d'aller au restaurant, j'en sais rien, de boire un verre. De célébrer. De célébrer, tu es une femme, tu vas pouvoir porter la vie, quoi. C'est
Enfin, j'ai même de l'émotion en te le disant. On sait, on est maman. Il y a quoi de plus beau, quoi, de voir la vie. Peu importe, même si on ne l'a pas portée ou si on ne peut pas la porter. Mais la vie, c'est sacré. C'est au moment où on meurt qu'on se dit que c'était sacré. Si on se le dit quand on est vivant, c'est bien. Donc, à minima, voilà, un petit temps pour dire qu'on est fier. Peut-être acheter une petite tenue, parce que ça passe aussi par là, pour se sentir belle, plutôt que « Oh, ma pauvre, là, t'en as pour 40 ans, ça va être galère. » Voilà, parce que c'est un peu ça qu'on peut entendre. Et la dernière, alors c'est elle qui dira évidemment le plus que je suis folle, mais on a fait vraiment un rituel avec sa sœur, avec des femmes de tout âge, ménopausées, pas ménopausées. Voilà, on l'a célébrée, on l'a massée, on l'a maquillée, on l'a mise à l'honneur. Elle a dû souffler des bougies pour se souvenir de sa vie d'enfant, passer dans le monde des femmes, avec du tambour. Bon, voilà. Ça passe pas forcément super bien auprès des ados, je suis OK. On l'a fait aussi pour des copines à elle, mais je pense que quelque part, on a semé une graine que, être une femme, c'est pas subir, c'est aussi être fière de qui on est. Tu l'associes au chamanisme, le tambour ? Ouais, finalement, le chamanisme, c'est retrouver notre lien à la nature. T'es chamane, je suis chamane, dès lors que j'accepte ma nature, déjà ma nature et la nature. Tu vois bien que dès que tu ralentis et tout, en hypnose, il y a des choses qui te viennent de tu sais pas où. Voilà. Alors, je crois savoir à peu près d'où. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent effectivement comme information. Ouais. Et, donc on est tous chamans. Et plus on le cultive, effectivement, plus on devient ses propres chamans. J'allais dire parce que parfois, justement, en hypnose, j'ai pu avoir des partages avec des personnes qui prennent des billets d'avion pour aller très très loin, pour prendre des drogues, par exemple. J'ai observé que les gens aiment bien prendre l'avion pour aller chercher très loin ce qui est juste à l'intérieur d'eux-mêmes. En parfois choisissant de faire des expériences avec de l'ayahuasca, qui est une drogue. Et je trouve que c'est dommage, en fait. Après, c'est une expérience en soi, donc mais on peut trouver à l'intérieur de soi des richesses sous différentes formes. Ce que toi, tu proposes, par exemple, aux femmes dans l'exploration et dans le fait de s'arrêter sur qui on est. Parce que j'allais dire que on ne sait pas de quoi la vie est faite. La seule chose dont on est à peu près certaine, c'est que nous sommes la seule personne avec laquelle on fera le chemin jusqu'au bout. C'est tout à fait. Et c'est pour ça que je me permets de le redire, parce que finalement, j'ai, au cours de mon parcours professionnel, croisé beaucoup de femmes blessées, comme toi, bien évidemment. Et ça m'a toujours questionnée. Je me suis dit, mais c'est fou, non seulement elles sont victimes, mais en plus, elles se sentent coupables d'être victimes, comme s'il y avait cette double peine obligatoire qui faisait qu'il n'y avait plus d'espace pour la douceur. Donc ce fameux yin dont on parle. Donc, c'est une notion qui est très intéressante et merci de l'avoir abordée de cette façon. Juste un truc très important et qui, à mon avis, est un des nouveaux problèmes de notre société, est dans le mot développement personnel. C'est déjà, ce mot, il introduit la violence qu'on peut se faire, à vouloir toujours changer, à vouloir... Donc finalement, là où c'était dans les grandes écoles avant, ça va devenir dans le développement personnel. Non, moi j'aime vraiment dire dévoilement personnel. Comme tu disais, tout est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. On enlève les couches. Alors évidemment, il y a des gens qui ont tellement de couches qu'il va falloir une substance, mais on peut le retrouver juste dans le lien à la nature. Bien sûr. Pourquoi je fais dans le désert ? Tu poses une vraie question, l'histoire de prendre l'avion pour... Alors non, il n'y a pas de substance, c'est juste la connexion au vide, mais symboliquement pour moi, c'est d'aller dans son vide. Et donc, voilà. Et se rendre compte qu'en fait, il y a du plein. En plus, là, la dernière fois, on est arrivé après les inondations, donc on se serait cru en Normandie, c'était tout vert. C'est incroyable. Donc la vie ne demande qu'à vivre. Absolument. C'est débile de dire ça comme ça. Non, mais à s'exprimer, en tout cas, et à se révéler. Exactement. Et c'est intéressant cette notion de désert aussi. J'en discutais il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui justement vit au Moyen-Orient et pour qui le désert est une chose non pas quotidienne mais plus culturelle, je dirais. Il me disait mais il y a tellement de vie dans le désert. Et c'est intéressant parce que j'allais dire nous vivons toutes et tous des déserts
sous différentes formes. Et à travers ces déserts, on peut se relier à soi. Mais tout le monde a peur, il n'y a qu'à voir les addictions. Peur du vide, les addictions viennent de la peur du vide. Tu viens mettre une substance, tu viens mettre du temps, tu viens mettre un portable, tu viens mettre de la musique, tu viens mettre... On n'aime pas trop se dire qu'on va rester dans une chambre à ne rien faire. Or, les femmes, on en a besoin, plus que tout. Chaque jour, celle qui m'a formée, elle me disait faut aller dans un placard ou dans le fond d'un escalier quelques minutes par jour pour être à l'intérieur de soi symboliquement. On est tellement à l'extérieur. Donc le désert permet ça pour faire émerger la vie. Et des fois, moi j'ai une équipe géniale avec laquelle je bosse depuis 5 ans. Et eux, ils sont ultra vivants. Ils n'ont pas besoin de nos stages. Bon, on en est là, on est en Occident, donc on doit faire avec. Nous, on ne nous a pas laissé de vide. Donc, mais eux, même quand tu te balades au Maroc, tu connais bien combien de gens sont juste assis dans la rue, ils regardent. La notion du temps, c'est pas la même que la nôtre. Les choses vont se faire ou pas, mais elles finissent par se faire sans grosse action. Alors eux, ils ont un équilibre de l'action et de la contemplation plus doux. Hein. C'est très doux. Et dans le désert... oui, des fois, on rigole avec mon guide parce qu'il vient nous voir faire des exercices. Puis eux, ils sont déjà comme ça, ils sont déjà reliés. Quand ils font de la musique, ils sont déjà reliés à au-dessus. Ils nous mettent en transe, ils n'ont pas besoin de prendre des cours. Bon, nous, c'est comme ça, on a besoin. Voilà. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu évoques cette saturation des sens, c'est-à-dire que tu as des gens qui mettent de la musique ou la télévision, en même temps ils sont sur un écran, ils peuvent être en train de manger en même temps. La saturation, c'est une technique hypnotique qu'à titre personnel, je n'utilise pas parce que je ne la trouve pas très agréable, mais c'est une façon de partir en transe. Ça veut dire que quand les gens se saturent au niveau des sens, c'est parce qu'ils cherchent un autre état modifié de conscience où ils vont aller solutionner et trouver d'autres réponses. Complètement. Mais j'allais dire, ils le font de façon peu écologique. Et peu consciente. Mais tu as raison. Surtout peu consciente. Tout à fait. Il y a plein d'autres façons, effectivement, d'être en état modifié de conscience. Tout à fait. La marche, par exemple, aussi. Moi, je sais que c'est à travers la randonnée, je l'ai souvent partagé, mais... j'ai eu le plaisir de faire le chemin de Compostelle. Donc en fait, j'ai fait 1300 km et j'en parle non pas pour parler de mes performances sportives, mais pour dire 1300 km sur plusieurs années, c'est un vrai chemin intérieur en fait. Parce que finalement, quand on marche sur Saint-Jacques, alors ceux qui ont eu le plaisir de faire ce chemin ou qui font de la rando le savent, en moyenne, on fait entre 20 et 30 km par jour. Ce qui paraît fou quand on sait combien de temps on met en voiture pour faire ce temps. Mais chaque pas a une symbolique hyper forte et nous permet de nous retrouver aussi et de nous rapprocher de nous-mêmes. Pour faire ce que tu disais tout à l'heure, ralentir, trouver cette 5R. J'aime vraiment bien l'idée. Et aujourd'hui, si on devait mettre à l'honneur une femme que tu admires, ce serait laquelle ? Alors moi, j'admire beaucoup Marie Curie, mais on parlait tout à l'heure aussi hors antenne de Maria Montessori. Alors du coup, ça m'a... Bon, en tout cas, c'est des femmes qui ont réussi à avoir un objectif, à avancer, et à la fois, alors je vais rester sur Marie Curie parce que je pense à elle, elle a réussi aussi à travailler avec son homme, pas en compétition. Et moi, ça me plaît, parce que, voilà, elle a pu travailler avec lui, s'inspirer l'un l'autre, et c'est ce qu'on doit, à mon avis, faire aujourd'hui. Et à la fois, elle a pu continuer, puisque son 2e prix Nobel, elle l'a eu quand elle était toute seule, le prix Nobel de chimie, si je ne me trompe pas. Elle avait eu le premier avec son mari Pierre, donc je trouve ça très chouette. Voilà. Et pour la petite histoire quand même, puisqu'on parle aussi de l'égalité homme-femme, elle n'est pas rentrée à l'Académie des sciences, parce qu'une femme ne rentrait pas à l'Académie des sciences. Il a fallu attendre 25 ans ensuite pour qu'une femme puisse rentrer à l'Académie des sciences. Donc voilà, mais elle a continué. J'ai l'impression que c'était juste le bonheur de connaître, le bonheur de comprendre la vie. Et si on peut garder ça, alors je trouve ça très bien que maintenant il y a des femmes et des hommes dans les académies. Mais en tout cas, de quand même garder ça et encore, d'arrêter de chercher la reconnaissance extérieure. Elle a voulu comprendre des choses, elle les a comprises. Waouh, j'adore. Beau projet de vie, j'ai envie de dire. Du coup,
Si on diverge un peu et que je te demande comment se sent la citoyenne que tu es. Alors, il y a 2 parties, parce que moi aussi, je suis une femme, donc ça monte et ça descend. Dans ma partie haute, je suis pleine d'espoir. Okay. J'ai des grandes filles, adultes, qui côtoient plein de jeunes femmes, adultes, que je trouve géniales. Enfin, 10 fois mieux que moi à leur âge. Pleine de conscience, pleine d'ouverture au féminin, pleine même dans leur rapport avec leurs hommes. Enfin, il y a plein de choses. Elles m'inspirent énormément. Même là, dans le dernier voyage, on avait la moitié qui avait moins de 30 ans et c'était vraiment super. Wow. Donc voilà, il y a ma partie up qui se dit waouh, on va aller que vers un truc mieux. Puis ma partie down, des moments où je me dis waouh, c'est quoi ce monde, je comprends plus rien, c'est le bazar. Il y a des femmes qui se font couper, enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà, comme dans tout. Et puis quelque part, la réponse elle est entre les deux. C'est que rien n'est noir ou blanc. Rien n'est yin ou yang, et je crois que la vie, elle est duel, profondément duel, et que la sagesse, elle est d'accueillir les deux. C'est-à-dire que dans notre même société aujourd'hui, on a le pire et le meilleur, mais qu'il faut garder confiance. Et être dans le yin, dans la confiance et l'ouverture au pire et au meilleur. Voilà, même voilà, des humains qui sont très difficiles, de garder aussi une ouverture en pensant qu'on va pouvoir semer une graine, et que finalement les deux coexistent. Si je te donne une baguette magique, tu changes quoi? La première chose que tu changes? Alors, à l'échelle de la société? À l'échelle de la société. Alors, déjà, ce que je te disais tout à l'heure, ce fameux contrat sur 1 mois pour les femmes. Ça, je trouve que ce serait génial. Remettre aussi, mettre une égalité homme-femme au niveau des salaires, parce que ça va passer par là. On pourra mieux comprendre nos différences si économiquement, si le truc extérieur, voilà. Donc, et encore une fois, dans la dualité, le fait que des choses ne marchent pas, ça oblige les gens à se questionner. Mais quand même, à minima, augmenter aussi le congé maternité, parce que là aussi, on est tellement en retard. Enfin, il n'y a qu'à voir les pays du Nord, hein. Et bon, qui sont somme toute plus riches, mais on voit qu'il y a de l'argent. Hein. Quand il y a eu le Covid, on voit qu'il y a eu beaucoup d'argent qui s'est débloqué. Donc bon, je n'entrerai pas dans ce débat. Mais en tout cas, voilà, de remettre la vie au centre de notre dispositif. Je sais pas, le Sénat, c'est un peu vieux, non? J'exagère. Mais bon, ils sont bien contents d'être vivants. Donc remettre de la vie, et sacraliser la vie. Oui, sacraliser le fait d'être enceinte. Non, c'est pas une couille. Non, on n'est pas malade. D'ailleurs, on dit une couille pour dire un problème. C'est là aussi, c'est mauvais pour les hommes. Ça pose aussi un problème. Non, c'est juste la vie. Donc pour les hommes comme pour les femmes, j'en parlais, ma petite sœur vient d'accoucher et j'en parlais avec mon beau-frère qui était émerveillé de tout le processus, qui n'avait pas réalisé pendant la grossesse. J'aimerais bien que les hommes réalisent plus tôt et qu'ils se connectent eux-mêmes à la vie et au yin. Voilà. Donc pour ça, il va falloir effectivement des décisions économiques pour dire, les 9 mois, ils sont sacrés. Le bébé qui naît, il est sacré. Là, ma fille me disait, c'est trop bizarre de voir un petit être qui ne dépend que de toi pendant... Oui, c'est ça la vie. Et plus on est petit, et plus il y a besoin, il y a cette dépendance, et plus on doit le sacraliser. Voilà. Merci pour ces partages, Barbara. C'est très riche pour moi d'avoir eu le plaisir de te recevoir, surtout pour Vox Feminarum. C'est génial, merci. Nous garderons nos petites histoires secrètes, mais en tout cas, je pense que quand on écoute son intuition et qu'on se fait confiance, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est clair. Et il y a des personnes qu'on rencontre dans sa vie et qui vous ouvrent des portes, et des portes vers la lumière, des portes qui vous font du bien. Et pour moi, tu fais partie d'une de ces personnes. Merci. Donc, merci. Merci vraiment pour qui tu es. Et merci aussi à toi, parce que je sais vraiment que voilà, tu donnes qui tu es, et ça c'est important, parce que des fois ce qu'on donne c'est pas génial, mais au moins c'est ce qu'on est, et ça compte, et on l'a vu puisqu'on s'est rencontrés justement hors truc pro, vraiment avec qui on était au moment où on était, on est tout de suite parti sur de l'authenticité, et absolument. Ça c'est bon, parce qu'effectivement la vie, il y a des moments on n'est pas bien, et on peut le partager, et si on le partage entre nous, plutôt que se dire ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser, et ça donne des relations de cœur à cœur. Exactement. Et ça, c'est très très bon.
Et les cœurs à cœur permettent souvent des cerveaux à cerveau après. Donc, du coup, il se passe plein de belles choses. Complètement, de création. Et je voulais juste te rajouter un truc, parce que dans tes questions, il y avait des dates. Et j'avais quand même envie de parler du clitoris et du plaisir, parce que les femmes sont les premières quand même à parler de travailler, même dans le développement personnel. Donc arrêtons de dire le mot travailler là-dessus. Et donc reprenons le plaisir. Et que c'est quand même qu'en 2016 qu'on l'a modélisé, le clitoris. Modélisé en 3D. On est allé sur la Lune en 69 et la femme, on s'intéresse au clitoris en 2016. Allô? Non mais allô, qui rallumer la lumière, on n'en peut plus. Donc cette date, elle est importante. Et la modélisation juste en 2D, c'est 98. 98. C'est quand même extrêmement récent. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui est dédié que au plaisir. Alors ça sert à rien le plaisir. Ben non. Remettons le plaisir de vivre. Je vais dire que il est lié au plaisir féminin avant toute chose. C'est peut-être pour ça que ça a mis plus de temps à être modélisé. Mais c'est intéressant cette réflexion parce que effectivement le clitoris, on a toujours un peu l'impression qu'on évoque un gros mot, comme si c'était une notion qui ne devait pas être précisée. J'ai observé que certains hommes sont pas très à l'aise avec cette notion. Je trouve assez dommage parce que s'ils s'attardaient un peu plus sur le sujet, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça pourrait leur être profitable. Mais bon, ça, c'est une modeste réflexion. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est que y a comme une sorte de pudeur, même à la biologie du corps. On discutait il y a quelques semaines avec Florence Moreno sur l'excision, et avec Cécile Sarafis d'ailleurs, sur l'Égypte, qui est le pays du monde où on excise le plus les petites filles. Il y a quelque chose dans cette violence qu'à titre personnel, je ne peux pas intellectualiser. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des hommes. Il y a la peur du plaisir dans toutes les sociétés. Il y a la peur du plaisir de vivre, parce que si les gens sont heureux de vivre, tu ne peux plus les manipuler. Tu peux plus en faire ce que tu veux. Et donc les femmes, elles sont reliées au plaisir. Alors la bonne nouvelle que j'ai apprise récemment, même si je ne peux pas concevoir l'excision, c'est que quand même il y a tout le reste du clitoris qui est là. Déjà. Et tu disais les hommes, mais les femmes aussi, encore maintenant. Donc je suis en stage femme une fois par mois. Quand je sors le clitoris en 3D, elles ne connaissent pas. Les femmes. Ouais. Et on parlait tout à l'heure même de se regarder. Notre bas-ventre, notre sexe, c'est le portail de la vie. En sanskrit d'ailleurs, ça s'appelle yoni, c'est le portail de la vie. C'est sacré, ce qu'on a de plus sacré, on ne le connaît pas. Moi, j'ai attendu 40 ans pour regarder. On devrait, j'ai donné des miroirs à mes filles. Mais regardez, c'est sacré, c'est beau, c'est là où vous êtes passé, c'est là où vous ferez peut-être passer un enfant, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, vous êtes passé par là. Récemment aussi, un stage, il y avait un homme homosexuel qui me dit « mais moi, ça ne m'intéresse pas ». Je dis « mais mon gars, t'es passé par là aussi ». C'est-à-dire que ça nous concerne tous, c'est le portail de la vie, et c'est sacré. C'est Bien sacré. Sûr. C'est intéressant, cette notion de sacré, parce qu'effectivement, on essaye de gommer le sacré dans cette société. Et j'ai l'impression que plus on essaie de gommer ce sacré, en tout cas de le déconsidérer, et plus finalement c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il reprend ses droits. Alors après, chacun met derrière le mot sacré ce qu'il veut et son système de croyance, j'allais dire. C'est ce qu'on se doit en toute liberté. Mais il y a quand même quelque chose dans le fait de célébrer. Moi, j'aime bien l'idée de ce portail de la vie, de cette porte de la vie. Effectivement, quand on va chez le ou la gynéco... c'est loin d'être une célébration. Alors non, effectivement, c'est pas comme ça que je qualifierais ma première rencontre avec une gynéco, mais c'est intéressant. Moi, je me suis toujours posé la question, par exemple, d'ailleurs, on pourrait peut-être interroger... un ou une gynéco à ce sujet, mais pourquoi par exemple aujourd'hui quand on a besoin de faire certains objets, c'est fait dans un plastique doux, rose fluo, et quand tu vas chez la gynéco, mais ils te sortent des outils du Moyen-Âge avec des sons, mais qui sont
enfin, avec ma lecture du monde, improbable. Je me dis, mais pourquoi, jusqu'à dans les cabinets des gynécologues, on n'a pas pensé à introduire la douceur, en fait? Et ouais, avant, c'était justement les sociétés matriarcales, quand c'était de mère. Ça revient, hein, il y a les doulas qui reviennent. Absolument, j'avais pas Donc ça les douleurs, revient, justement. et heureusement, mais parce que voilà, on a mis du médical et des 10 ans d'années d'études pour être gynéco. Je n'ai rien contre le médical, Et hein, on c'est célèbre super. tous ces gynécos Mais extrêmement voilà, professionnels. c'est superbe ce qu'ils font et tout ça. Mais comme eux se sont maltraités, parce que les années de médecine, c'est balèze, bravo à eux, Bien sûr. du coup, après, ils oublient eux-mêmes la douceur, parce que c'est grâce au fait qu'ils se soient maltraités, qu'ils aient avancé, qu'ils ont réussi. Hein. Donc, et oui. C'est dur, ce constat. Et ouais, si on mettait de la douceur aussi dans les études, il n'y a qu'à voir. Hein. Moi, j'ai 2 filles qui ont fait prépa. Waouh, le mot douceur n'existe pas. Donc, les femmes, dès le début, bon, comme les hommes aussi, hein, mais savent que il ne faut pas penser à son yin. Hein. On n'a pas le temps de contempler. Alors, en prépa, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que moi, j'ai eu l'occasion aussi de recevoir pas mal de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont en prépa. Le niveau de violence, waouh, et les conséquences de cette violence, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle, mais c'est ma réponse. Yep. En tout cas, c'est pas neutre. C'est sûr. C'est pas neutre pour tout le monde. Je voulais te poser une dernière question avant qu'on se laisse. Je t'ai demandé de réfléchir à un chiffre. Est-ce qu'il y a un chiffre comme ça? Ah, mais ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'était pas 2016. Ah pardon, d'accord. Ah, tu pensais C'est le ça, chiffre, ouais, la ouais, date. c'était Ok, ah bah très la bien. date. Écoute, Ouais. parfait. C'est Ouais. parfait pour moi. 2016 et 1998, là, qui sont des... 2016 Ouais. et 1998. Ok, c'est les chiffres qu'on gardera. Alors, merci beaucoup. Barbara, prends bien soin de toi. Toi aussi, Coraline. Merci. Et bravo pour Et, cette initiative dans un lieu magnifique que je découvre avec joie. Et qu'on invite toutes Ah oui, les femmes et les hommes de Paris à venir découvrir la Cité Audacieuse aux 9 rue de Vaugirard. Il y a un café aussi qui s'appelle Les Audacieuses. Vous pouvez venir passer la journée. Franchement, faites-vous ce plaisir. Pour le coup, vous y ferez des super belles rencontres. C'est top. Merci beaucoup. Merci. Vox Feminarum remercie chaleureusement la Cité Audacieuse, tiers-lieu féministe sous l'égide de la Fondation des femmes. Un grand merci à vous, mesdames, pour votre soutien.